Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce conseil communal qui va commencer par un moment un petit peu particulier puisque nous allons faire la prestation de serment des nouveaux petits conseillers du conseil communal des enfants. Alors pour l'occasion, et vu que nous sommes dans une période un petit peu particulière comme vous pouvez le voir, on a un invité surprise qui viendra aussi voir quels sont les nouveaux petits conseillers communaux de la commune de Florenville. Alors, on peut l'appeler, peut-être, certainement. Bienvenue à notre invité surprise. Bienvenue Dédé. Voilà. Alors on va aller un par un. On fait la photo. Allez, Dédé. Allez à la place de la bourgmestre. Voilà. Venez ici, Dédé. On peut saluer les enfants. Nathalie. Philippe, en fait. C'est le conseil communal des enfants, ils font comme ça. Ok, ça va. Alors, voilà Dédé, vous êtes bien là? Très bien. Donc, on va commencer par appeler de l'école du miroir Mina Kadri. Prêtez serment. Alors, tu dois dire la petite phrase pour prêter serment. Je m'engage à travailler dans l'intérêt du conseil communal des enfants de la ville de Florenville et de respecter son règlement d'ordre intérieur. Bravo. Félicitations. Ah, parfait. Camille. Camille. Ah oui, Dédé. Dédé veille sur nous. Très bien, Mila. C'est fait. Ah voilà, c'est ça. Alors, nous avons ensuite Sacha Dupré de l'école Champagne à Florenville. Sacha. Je m'engage à travailler dans l'intérêt du conseil communal des enfants de la ville de Florenville et de respecter son règlement d'ordre intérieur. Bravo. Bravo. La mascotte au milieu. Merci. Voilà. À mon avis, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Et nous avons ensuite Anna Bissot de l'école Champagne à Chaspierre. Je m'engage à travailler dans l'intérêt du conseil communal des enfants de la ville de Florenville et de respecter son règlement d'ordre intérieur. Bravo. Bravo, mademoiselle. Très bien. Allez, c'est bien. Bah, alors, Dédé a peut-être quelqu'un. Ah oui, la photo. Et le bonbon. Et le bonbon. Bien, et alors, on va ajouter aussi que Alexis Goffet et Victor Pire continuent et entament leur deuxième année de mandat. Bravo à tout le monde. Merci Dédé. Bon carnaval à Dédé. Tu peux présider, Dédé?
Des bonbons, Dédé, pour nous aussi. Hein. On va bien prêter ça. Merci. Les enfants, Laurence, si j'avais su, on aurait fait une livraison. Ça va être nous-mêmes. Oh oui, non, je pas de micro. Les bonbons sont voilà. Je suis coincé une demi-heure. Ça va? On va laisser nos petits conseillers. Les bonbons sont Merci Dédé. Ah, c'est pour moi. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Attention, hein, parce que. Allez, vas-y. C'est pas moi. C'est une idée du Conseil communal des enfants. Donc, mesdemoiselles, donc je reçois un courrier officiel de la part de Dédé qui représente notre carnaval et qui est adressé au Conseil communal des enfants. Florenville, le 27 mars 2025. Mesdemoiselles et messieurs les conseillers communaux des enfants, par la présente, le carnaval de Florenville et Dédé ici présent vous demande l'attribution d'un subside exceptionnel pour l'organisation du carnaval 2025. Pourriez-vous donc prendre la meilleure décision pour nous et pour tous les habitants du Grand Florenville? Merci d'avance. Et le président et Dédé ont signé officiellement. Moi, je propose qu'on se revoie avec le Conseil communal des enfants pour en discuter et voir quelle décision on va prendre. Ça va? Merci. C'est bien reçu et réceptionné. Merci aux enfants d'avoir appuyé le carnaval de Florence. Allez, bonjour. Deux, non, c'est ça. Chacun qui l'a. Merci, merci. Ce n'est pas un jour de sur la démolition. C'est pas une bonne idée de nourrir l'opposition. C'est bon? Prenez les myrtilles. La Suisse, c'est le meilleur. Il y en a pas ici. Voilà. Moi j'aime bien ça. Vous équilibrez les choses. Voilà, donc merci à toutes et tous. Et merci pour les enfants surtout, qui sont partis maintenant pour faire partie du Conseil communal des enfants. Donc, au point 2 de l'ordre du jour, nous en revenons à l'ordre du jour normal. Donc, voici le budget 2025 du CPAS pour approbation. Je laisse la main
Et la parole surtout à Monsieur le Président du CPS. Bonsoir à tous. Merci. Quelle meilleure transition que ces 4 bonbons à se partager à 17 pour le point 2 du CPS. Attention, Monsieur le Président, chacun des bonbons vaut 100 000 euros. Ah, c'est vrai que les choses ont la valeur qu'on leur attribue. Bonsoir à tous, merci aux conseillers CPS qui sont présents dans la salle. J'ai longtemps réfléchi à comment présenter, ou en tous les cas débuter l'introduction de ce budget, puisque on est sur quelque chose de très bipolaire, où d'un côté beaucoup d'éléments qui individuellement sont ouverts, avec beaucoup d'améliorations sur les 4 dernières années, beaucoup d'optimisation, des réductions de déficits de fonctionnement, des optimisations de personnel, de fonctionnement, et de l'autre un bilan global qui reste somme toute plus que préoccupant, voire même dramatique, on peut le dire. Je vous ai transmis ma note de politique générale, je pense qu'elle expose de manière assez globale les enjeux et les points d'attention qui sont reflétés par les chiffres du budget. Est-ce que je procède à sa lecture comme habituellement ou est-ce que vous souhaitez plutôt me poser des questions? Je dirais simplement que d'un point de vue global, le budget du CPS diminue à 4 millions d'euros suite au transfert de maisons de repos, là où on était plutôt vers les 14 millions d'euros au préalable. Ça pourrait paraître être une bonne nouvelle, mais dans les faits, il faut regarder évidemment l'entièreté des éléments et l'entièreté des signaux ne sont pas bons. Nous avons fait le choix, notamment en collaboration avec le CRAC, qui pointe ça comme un élément négatif d'ailleurs par rapport au conseil communal, de présenter un budget en Mali, avec une dotation communale en diminution, en isolant toujours la cotisation de responsabilisation qui nous impacte fortement. Le but était affiché et assumé d'attirer l'attention sur les éléments préoccupants qui sont les nôtres, pour pouvoir espérer des réformes éventuellement venues de plus haut et qui viendraient nous soulager à terme. Ce budget il est aussi fortement impacté par le départ des maisons de repos. Donc là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est trop tard pour refaire le débat. On va pas tirer sur l'ambulance, comme ça a déjà été exprimé dans le passé. Comme vous le savez, on avait quand même un nombre important de personnels qui nous ont quittés fin décembre pour rejoindre l'institution de l'Ivalia, ce qui a entraîné des coûts de pécule de sortie, tout simplement, des jours de congés restants, des heures supplémentaires, des congés anciens régime qui dataient de plus de 20 ans, qui n'avaient pas été pris et que nous avons dû payer à nos agents. Et ce montant global pour fin décembre s'élève à environ 600 000 euros. 600 000 euros qui ont donc été rajoutés sur nos dépenses de 2024. Et c'est là où j'amène un point important, puisque en début d'année, par rapport à nos réflexions, nous comptions imputer ces dépenses-là sur le budget 2025, ce qui signifie que les dépenses, ces 600 000 euros, ont été ventilées dans le budget. Il y a des articles de fonctionnement, notamment au niveau du personnel, qui ont été maintenus pour pouvoir payer ces différents montants en fin janvier 2025. Simplement, d'un point de vue purement ONSS et autres, par rapport au logiciel de comptabilité et de personnel, de paye, on ne peut pas rétribuer à un agent qui n'est plus sur notre payroll en janvier 2025. Donc automatiquement, tous les paiements qui ont été réalisés pour régulariser les situations ont été comptabilisés sur 2024. Ce qui explique que cette grosse dépense sera à constater sur le compte 2024, on aura l'occasion d'analyser dans quelques mois, et viendra pleinement impacter notre modification budgétaire numéro 1, puisque le compte sera très clairement avec un déficit très important. Ce qui veut dire aussi qu'en modification budgétaire numéro 1, on devra adapter le budget qu'on vous propose ce soir à la baisse, puisque ces 600 000 euros de dépenses ne seront pas réalisés sur ce budget-ci et seront donc supprimés. Ce n'est pas une économie sèche, comme vous l'avez compris, ce qui sort par la fenêtre rentre par la porte, et ainsi de suite. Je pense que j'ai résumé en grande partie, peut-être un petit peu optimiste, avec certains bons signaux, notamment au niveau du fonctionnement du service social, qui montre, de par sa réorganisation, de par la politique sociale mise en place, des signaux importants, positifs, la diminution de moitié des dépenses quand même, en 3 ans, donc on est passé de 1 200 000 euros pour les revenus d'intégration à 600 000 euros. Ça, c'est
projection chiffrée, objectivée par rapport à nos dépenses. C'est pas une chasse à la sorcière, c'est simplement un accompagnement, une objectivation et un travail social renforcé avec une équipe renforcée. Donc les investissements qui ont été consentis à l'époque dans l'équipe sociale portent ses fruits, puisque 600 000 € d'économies en dépenses sociales, c'est grosso modo 300 000 € d'économies pour la collectivité florent-villoise, rien que pour le poste des revenus d'intégration sociale. À côté de ça, vous avez encore les revenus d'intégration pour les moins de 25 ans, vous avez les aides sociales qui diminuent également, donc ça, le comité social et les conseillers sont très attentifs à ça. On soutient les personnes dans le besoin, on responsabilise, on a une politique vraiment d'accompagnement, de récupération, et c'est ce qui fait que on a été rechercher de l'argent et en même temps on diminue les dépenses tout en continuant à avoir une politique sociale, puisque c'est quand même, comme je l'ai dit dans ma note de politique générale, c'est finalement le cœur de notre mission. On l'a un peu oublié avec le CPS de Florent-Ville, ce mastodonte qui gérait 200 membres du personnel, 2 maisons de repos, mais le cœur de notre activité, c'est le social. C'est l'accueil des bénéficiaires et c'est de faire en sorte qu'ils puissent transiter chez nous le moins longtemps possible. Déjà, pour le coup, au niveau collectivité par rapport à l'institution et à la commune, mais surtout par rapport à la dignité humaine, qui vient amener les gens dans une autonomie de fonctionnement le plus rapidement possible. Donc nos objectifs est de continuer sur cette lancée, cet accompagnement. Il y a beaucoup d'axes qui se mettent en place pour développer, étoffer cette politique. On espère qu'on pourra continuer à engranger des diminutions dans ces dépenses. Bien entendu, il ne faut pas être idéaliste. On a déjà connu des augmentations subites dans le passé, notamment parce que le contexte géopolitique évolue soudainement, et c'est toujours le CPS qui est le dernier rempart, ou parce que le gouvernement fédéral décidera de réformes qui viendront nous impacter. On parle notamment au niveau du chômage. Est-ce qu'il y aura des subsides ou autres? On est dans l'incertitude. Donc, les bonnes nouvelles que j'apporte aujourd'hui par rapport à ce poste-là spécifiquement, évidemment, il ne faut pas les prendre pour acquis. Il faut simplement rester attentif et continuer le travail. Au niveau du dernier gros poste, je dirais que c'est la crèche. Donc la crèche, là, on a, notamment avec l'aide du CRAC, optimisé son fonctionnement, diminué les plages de fermeture obligatoires, ce qui veut dire que la crèche est 2 fois moins fermée qu'auparavant, ce qui veut dire qu'il y a des prestations de recettes qui rentrent. L'ONE nous a promis, via le plan Sigogne, des augmentations de subsides qui sont pour le moment toujours en attente. Donc on peut s'attendre à avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc le cadre de personnel devrait être un petit peu plus subventionné dans les mois à venir et dans les années à venir, mais pour le moment on n'a rien de concret. Toujours est-il que le déficit de fonctionnement de la crèche, qui était de l'ordre de 350 000 € au préalable, est en légère diminution d'environ 80 000 €. Voilà de tête, je pense que je pouvais vous dire. Je vous propose de répondre à vos questions et de me taire. Pour l'instant. C'est compliqué, hein? C'est quand même très 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 compliqué. Bon, évidemment, au niveau de notre groupe, on va rester dans la logique de la validation du budget du CPS, comme on a voté le budget communal. Et l'enjeu dont on a parlé la dernière fois, ce sera dans le cadre de la MB1, hein. C'est très clair. Donc ce mécanisme d'impact sur le compte 2024, effectivement, va tout de suite à être intégré dans le cadre de la MB1. Tu disais, Dorian, dans ta note de politique générale qu'il n'y a pas encore l'intégration des chiffres du potentiel déficit des maisons de repos sous gestion Vivalia. Donc là aussi, il va falloir effectivement, en partenariat avec Vivalia, essayer le plus rapidement possible d'avoir des projections financières en lien avec un budget de fin d'année. Donc j'ai le sentiment que cette MB1, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir la faire avant quasiment septembre, hein, pour pouvoir arriver à atterrir. Donc on se reverra à ce moment-là et on en discutera à ce moment-là. Mais c'est clair que c'est très très alarmant, et ce que tu évoquais avec les incertitudes du fédéral pour la procédure d'exclusion des chômeurs,
on ne sait pas hein, de quel ordre ça va être et de quel ordre sera la compensation. On parle de 70% de prise en charge. S'il y a 30% restant sur base des montants que ça peut représenter, ça sera extrêmement élevé. Voilà, on va vous faire confiance évidemment dans le cadre du vote ici du budget et on réitère le fait que on essaiera de côté aussi en fonction de l'association que vous ferez ou non de nos éventuelles remarques ou conseils. On se montrera ouvert évidemment à la discussion parce que, comme tu l'as dit, il ne s'agit pas ici de choix politiques. Hein. Il s'agit de la survie du fonctionnement du CPS et de la commune. Effectivement, et au-delà de ça, d'avoir remporté, je pense, notre objectif commun qui était de maintenir une activité sur la commune de Florenville, avec 2 institutions qui continuent à fonctionner. On n'a pas eu de licenciement sec, on a une reprise de gestion qui s'est faite en douceur, et donc à ce niveau-là, on a atteint les objectifs qui avaient été soutenus par tous les groupes depuis toujours, je pense. Et donc ça, on peut vraiment s'en réjouir, quoi. L'interrogation de Vivalia, tu l'as souligné, c'est la facture de déficit qui, à l'heure actuelle, n'a pas été projetée par Vivalia, c'est ce qui explique qu'elle n'est pas intégrée. Bon, il ne faut pas être devin, on avait un déficit qui était connu les années précédentes, on sait qu'on sera dans cet ordre-là. On peut espérer, c'était le but de la manœuvre, des optimisations et des diminutions par rapport à la gestion que Vivalia va amener sur nos sites. Maintenant, Paris ne se fait pas en un jour, et donc il faudra qu'on suive ça de près. J'espère qu'on pourra d'ailleurs avoir des comités réguliers avec Vivalia, comme ça avait été discuté à l'époque, pour pouvoir être dans le dialogue par rapport à ça. Et je sais qu'ils ont toujours été ouverts sur ce point-là. Donc l'AMB sera cruciale. Est-ce qu'on aura des éléments nouveaux sur la cotisation de responsabilisation, le résultat du compte qui sera lui très compliqué et qui va nous impacter directement, et potentiellement effectivement les communications de Vivalia qui nous permettront de savoir exactement finalement, c'est ce qui intéresse le conseil communal, la dotation communale, à combien devra-t-elle se chiffrer pour la fin de l'année, temporiser tout de même que la dépense des 600 000 € qui vient nous impacter pleinement en 2024, c'est ce qu'on appelle du one-shot. Donc c'est clair que cette dépense, l'année prochaine, sera effacée, mais il faut qu'on passe le creux de la vague et qu'on se restabilise. Et comme je le disais, l'avenir passera par des évolutions et des choix stratégiques. Et ça, je m'adresse au collège pour déjà les remercier, ainsi aux anciens partenaires, pour la confiance qui a toujours été accordée par rapport au CPS et aux solutions aussi structurelles qui ont toujours été soutenues et mises en place. Je pense dernièrement à nos ouvriers CPS, qui pourraient potentiellement passer du côté communal. Voilà, c'est toutes des évolutions par rapport à la nouvelle structure du CPS. Qui font qu'on travaille ensemble dans la même direction. Moi, j'avais un petit dernier élément de commentaire, mais tu l'as évoqué, c'est clair qu'il va y avoir besoin d'un monitoring particulièrement accru, avec évidemment l'accompagnement des équipes du CRAC. Je viens de lire dans le journal, j'ai appris officiellement dans le journal que notre directeur financier devenait directeur général de la commune de Saint-Léger. Est-ce que vous avez déjà un petit peu en tête comment est-ce que vous allez faire entre direction financière commune, CPS, direction associée, etc. Parce que si on parle de monitoring, il faut pouvoir aussi bien préparer ça avec des personnes de qualité. Donc je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans la réflexion, puisque moi, je ne l'ai appris officiellement que dans le cadre de la presse aujourd'hui. Oui, ce n'est pas encore fait officiellement, donc peut-être que sur la manière dont on va s'organiser en interne en commune, on peut peut-être en parler à huis clos. À huis clos. Oui, pas de problème. Pas de souci. Mais de toute façon, voilà, on a eu encore la présentation là, du président du CPS. Clairement, les efforts doivent être faits à tout niveau et nous aussi, commune, même si bien sûr on est toujours là pour être solidaire et pour aider aussi le CPS, mais on demande aussi que les efforts soient faits aussi au niveau du CPS. Donc voilà, mais sur la gestion interne, je préfère qu'on en parle. Oui, bien sûr, pas de problème, c'est tout à fait légitime.
Mais voilà, tout le monde, c'est à tout niveau. On doit tous tout faire pour atteindre l'équilibre. Donc voilà, on est sous crack, on a des obligations à remplir et on n'est pas seul dans le bateau et on doit être tous solidaires, mais on doit être tous solidaires pour travailler dans le même sens. Et je pense que c'est ce qui se passe et tant mieux, mais il faut jamais garder cet objectif en vue. Julien? Tu peux. Oui, excuse-moi, je passe. Je souhaitais dire, effectivement, on est quand même suivi depuis 4 ans avec le CRAC, et on a toujours été de bonne volonté, on a toujours avancé dans le sens qui était le leur, et le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Fort heureusement, parce que fin de l'année, on va avoir une cotisation de responsabilisation qui va nous impacter pleinement et que la commune va devoir assumer d'une manière ou d'une autre. Si on n'avait pas travaillé de manière structurelle sur tous les services du côté CPS, et si on n'avait pas, et je remercie l'ancienne législature, soutenu toutes les réorganisations, toutes les optimisations et ainsi de suite, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, mais je peux prédire que les chiffres évoluant de manière exponentielle, notamment au niveau du social, on serait dans une situation qui est catastrophique. Je suis au quotidien dans le CPS et je peux comprendre que vous, par rapport à l'analyse d'un point ponctuel ou par rapport à des chiffres, c'est compliqué de s'en rendre compte. Le CPS tel qu'il existe à l'heure actuelle est déjà réduit à sa petite existence possible d'un point de vue administratif et autres. Il reste des optimisations mais qui sont mineures et ce n'est pas des optimisations qui viendront nous sauver de millions d'euros de dépenses. Donc voilà, je veux vous assurer que les décisions difficiles ont été prises et que certaines devront être encore prises, mais ce n'est pas ça qui viendra basculer les choses fondamentalement. Donc on va continuer à optimiser, on va continuer à collaborer, mais c'est clair que là on a effectué un shift qui est historique par rapport aux maisons de repos. La taille de l'administration s'est déjà adaptée par rapport à ça, et on doit continuer dans ce sens-là. Pour ça, la solidarité communale doit prévaloir puisque le CPS doit quand même continuer à fonctionner d'un point de vue administratif au maximum. Et donc c'est simplement cet élément-là que je voulais souligner, c'est le fait que le travail est en route depuis longtemps et va devoir s'affiner. Mais les marges de manœuvre sont de plus en plus réduites et je ne peux pas vous promettre de miracle pour l'année prochaine. On n'en attend pas. Bien. Moi, il y a plusieurs, comme tu l'as résumé, équations dans l'inconnu. Il y a une inconnue dans l'équation, enfin, inconnue dans l'équation, pardon. Il y a une inconnue qui me fait peur, c'est, selon la convention avec Vivalia, forcément, la commune continue à prendre en charge le déficit d'exploitation des maisons de repos. Mais on n'a pas de calendrier, on n'a pas de deadline. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable, qu'est-ce qui presserait Vivalia à résorber le déficit et à avoir des maisons de repos qui fonctionnent, puisque de toute façon, c'est la commune qui le prend en charge. C'est l'objectif. Donc ce qui me fait peur, c'est que ça ne va pas durer 15 ans quand même. Non, Parce bien qu'à sûr un moment que non. donné, Bien sûr que non. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut se dire, ok, voilà, c'est ça qui me... mais, enfin, soyons bien clairs, Vivalia a un intérêt à diminuer le déficit d'exploitation le plus vite possible. Et donc, c'est ce que Vivalia va faire, c'est ce qu'il s'est engagé à faire dans le cadre de la convention de reprise. Maintenant, très clairement, et tous ceux qui ont un peu touché au domaine sont bien conscients de ça, pour pouvoir mettre en équilibre des structures, ça doit passer par la majoration du nombre de lits. Oui, et donc, ça doit passer effectivement par les travaux d'extension de Villers-de-Ventorval, du transfert des lits et des patients de Florenville vers Villers-de-Ventorval. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans la Convention, Vivalia a déterminé que l'arrêt de la prise en charge du déficit était à la mise en exploitation de l'extension. Il faut savoir que Vivalia est intéressé à le faire très vite parce que, reprenant les lits de Florenville, il y a une partie des lits qui iront à Villers-de-Ventorval, mais il y en a une partie qui iront à Saint-Aude, où Vivalia est dans une situation avec un nombre de lits trop faible par rapport à son site de Saint-Aude, et le bâtiment avait été conçu pour pouvoir être étendu. Donc voilà, je vais dire que pour ceux qui verront les enjeux financiers dans le cadre de Vivalia, dans le cadre des assemblées générales
vous verrez que les montants de financement des extensions sont prévus. Donc, c'est très clair que l'intention est d'aller vite. Il se fait que les investissements arrivent une année où Vivalia doit faire l'entièreté des investissements dans le cadre de ses projets hospitaliers et donc doit être en négociation pour le moment de manière extrêmement active avec le consortium bancaire par rapport à l'entièreté des financements. Mais soyons bien clairs, là je livre une information en ma qualité de président de l'intercommunale. Les investissements pour le site de Villers-de-Ventorval sont prévus et sont mis dans le cadre des négociations avec les banques telles qu'on les a pour le moment par rapport à la totalité des investissements. Puisqu'évidemment, on doit tracer une ligne d'équilibrage financier par rapport à la totalité des investissements et on devra évidemment passer par l'emprunt pour ces investissements-là aussi. Donc c'est clair que ça a été réitéré d'ailleurs dans le cadre d'une rencontre qui avait été faite tout début d'année avec la direction générale. Et donc l'intention est évidemment d'aller très vite. Vivalia n'a aucun intérêt à postposer cette extension, puisque ça participe de l'équilibrage du fonctionnement du futur home de Villers-de-Ventorval. Je pense qu'on ne doit pas tomber dans l'erreur de réinterpréter les choses avec la situation qu'on connaît maintenant, et qu'on doit se replacer de là où on vient et des risques qui étaient les nôtres. Sans solution structurelle il y a 4 ans, on savait qu'on allait vers des mesures extrêmement difficiles. Donc c'est normal d'avoir des éléments de préoccupation en tête, notamment ce délai de prise en charge qui est une inconnue hyper importante. Mais d'un autre côté, ce qui nous importait, c'était nos objectifs de maintien d'activité, de maintien de l'emploi. Et j'ai envie de dire qu'on a tous cautionné, que ce soit au Conseil de l'action sociale ou au Conseil communal, le quoi qu'il en coûte par rapport à ces objectifs. Et là, on est sur la dernière ligne droite par rapport à ça. Et ayons bien en tête que, notamment par rapport au fonctionnement sous dérogation de Florenville, qui est là quand même depuis un certain temps, hein. Ça fait un certain temps qu'on est sous dérogation. C'était le cas de l'octroi du financement de l'enveloppe de subsides pour le site qui a pu être transférée, hein, puisqu'en fait l'enveloppe des 7 millions d'euros qui avait été obtenue pour le site de Florenville est intégrée avec une participation de ce montant-là pour le site de Villers et d'une autre partie pour le site de Saint-Aude. La région a marqué son accord. Donc très clairement, Vivalia va gérer un site en dérogation avec l'autorisation de la région wallonne jusqu'à la mise en exploitation. Donc de nouveau, tout ça est totalement lié, quoi. Donc ça va aller le plus vite possible en ayant en tête que c'est le principe classique des marchés de services, désignation d'auteurs de projets, mise en place de cahier des charges, publication, désignation des entreprises, etc. etc. Mais si je peux me permettre, c'est vraiment intéressant d'avoir enfin un début de conversation ou en tout cas d'échange sur le sujet parce qu'on l'a rarement vu en conseil communal. Ça s'est beaucoup fait en conseil de l'action sociale et c'est normal, le protocole a été passé ainsi. Je pense que c'est quelque chose... la question de Julien est tout à fait légitime et je pense que c'est utile et c'est sain même qu'on puisse en parler aussi ici en conseil communal parce que ce sont des choses qui nous impactent nous communes directement également. Donc je pense que ce genre de discussion doit revenir en fonction aussi des éléments qui vont avancer. On sait qu'il y a encore des inconnus, on sait qu'on ne peut pas tout régler non plus en claquant des doigts comme on dit, mais je pense que c'est intéressant et utile vraiment qu'on puisse aussi partager les informations ici. Et merci Yves aussi de nous amener ton approche. Mais voilà, on sait que la situation est très compliquée à tous les niveaux, comme je l'ai dit il y a encore quelques minutes. Et il ne faut rien sous-estimer, il ne faut surtout pas... Il n'y a jamais rien qui a été caché parce que tout s'est fait en conseil de l'action sociale, mais je pense que c'est vraiment utile qu'on en parle aussi entre nous ici en conseil communal et je te remercie aussi Julien d'avoir lancé ça et je pense qu'on en discutera encore dans les prochains mois
en fonction de l'évolution des choses et des discussions qui sont en cours, parce que la reprise de la gestion du personnel s'est faite au 1er janvier et c'est très bien faite. On sait qu'il y a encore plusieurs étapes et plusieurs questionnements qui sont en cours et on en reparlera encore, je pense. Simple petite précision par rapport à ça. Effectivement, les débats ont eu lieu en conseil de CPS, mais ils ont eu lieu en conseil d'administration de l'intercommunal où sont présents des représentants communaux, dont des représentants communaux directement de la ville de Florenville, puisqu'on était 2 autour de la table, Sylvie Théodore et moi-même en ma qualité de président. Et donc, On a jamais des grands débats. Hein. Non, parce qu'en fait, et ça n'a pas été des grands débats et on a eu un vote à l'unanimité. C'est donc la preuve qu'il y avait un intérêt. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur le budget peut-être? Richard. Je ne sais pas. Sur la présidence, Oui, moi j'avais une question au niveau du service social, mais aussi du personnel de la crèche. Donc, j'ai vu que certains travailleurs étaient engagés avec des points APE, mais qu'en est-il? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ces points vont disparaître. Mais les points APE en tant que tels n'existent plus, mais l'enveloppe a été maintenue. Oui, mais donc du coup, à long terme, quelle est la philosophie? On est déjà dans le nouveau système depuis 2 ans, je dirais. Donc ça a été, l'enveloppe a été maintenue. On a un certain nombre de points qui est attribué à la crèche. Et donc dans le budget, il y a cette ventilation qui est faite. Voilà. Et donc même à long terme, À long terme, on ne nous a pas, informé d'une suppression, d'une c'est diminution. ça ma question. Voilà. Du coup, Ouais. est-ce qu'on a anticipé justement ça? Moi, j'ai pas d'éléments Tu en n'as termes pas de de- gestion. oui. Non. Donc, voilà, Ça, c'est une décision au niveau de la région wallonne C'est ça, par, oui, par rapport au secteur non marchand. Donc, il y a eu tout un travail pour maintenir ces subsidiations dans la législature dernière. Il y a effectivement des choses qui sont évoquées par la nouvelle majorité wallonne par rapport au mécanisme de financement, mais je n'ai rien lu, en tous les cas dans la DPR, qui amenait à penser qu'il impacterait drastiquement ce genre de choses. De toute façon, ce serait se tirer une balle dans le pied que de le faire à partir du moment où ce mécanisme a permis au pouvoir public, quel qu'il soit, de pouvoir continuer à engager dans le mécanisme de ces points APE. Le monde associatif. Ensuite transformé, ça... Le monde associatif aussi. Mais bien sûr. plein de secteurs, oui. Bien évidemment. Donc non, moi je n'ai pas été informé d'une modification du mécanisme. Par contre, effectivement, la manière dont les points sont amenés, ça a évolué, mais ça a déjà été intégré. Quoi. Il n'y a pas d'impact négatif pour le moment. Concernant les maisons de repos, elles ont pris le quota qu'il y avait et ainsi de suite. Ça a été négocié par rapport au type de personnel, au type de contrat et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, au niveau de la crèche, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les engagements en termes de financement soient mis en œuvre par rapport au plan Cigogne, et ça passe par notamment le financement d'1,5 accueillante à la place d'une, ce genre de choses, quoi. Pour le moment, on a déjà la norme qui est en place et qui est financée par les CPS en l'occurrence, mais qui n'est pas financée par l'ONI, quoi. Donc, Oui, là c'est un mécanisme qui dépend de la fédération. en plus. Donc, et on sait qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, c'est ce qui est ressorti des discussions sur le sujet lors des derniers échanges. Donc on est en attente. D'accord. Merci. Richard? Oui, pour en revenir à l'intervention de Julien, à son inquiétude, bien légitimement partagée par tous ceux qui ont, à l'époque, voté cette convention, il s'agit d'un protocole d'accord. C'est-à-dire que dans ce protocole, il y a toute une série d'obligations qui incombent aussi bien au CPAS qu'à Vivalia. Et dans le cadre de ces obligations, il y a évidemment place, je pense encore, des négociations possibles. Je crois qu'il y a place à la concrétisation d'actes pour acter officiellement, et donc aussi place à de la négociation. Donc, voilà. À partir du moment où on a affaire à 2 parties de bonne volonté, Tout à fait. ce qui n'est pas
le cas sur d'autres questions géopolitiques. Mais ça c'est, on n'en est pas encore là, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Concernant le budget, la note, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Non? Peut-être juste avant de valider le budget, je ne sais pas si vous avez remarqué que le collège avait tenu à rajouter une ligne qui avait été débattue justement en collège communal. En fait, c'est par respect au travail du CRAC, avec qui nous avons des contacts encore réguliers, et pour lequel on a fait ajouter une phrase dans la décision. Je vais vous la lire pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, parce qu'elle a été ajoutée un peu tardivement. Donc, moyennant la demande faite au CPS de mettre tout en œuvre pour atteindre l'équilibre à la NB1 ou s'en rapprocher un maximum, sans recourir systématiquement à une augmentation de la dotation communale, les efforts devant être réalisés à tout niveau, comme compte le faire la commune, afin d'atteindre une trajectoire à l'équilibre. Donc, on décide d'approuver le budget du CPS. C'est ça. Pas tout le monde aura fait. Le point entier. Rejoindre une discussion. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce point? Nous l'approuvons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos conseillers aussi qui étaient présents du CPS. Merci à notre directeur général aussi du CPS pour sa présence. Ça va? On peut passer au point suivant? Point 3. L'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 6 mars dernier. Est-ce qu'il y a des remarques ou commentaires? Non, pas de remarques sur le procès verbal. Par contre, je me faisais la réflexion de certains points qui ont été évoqués dans le cadre du débat, tant sur la note de politique générale que sur le budget, où était évoquée notamment la perspective d'une transmission d'une note, du courrier qui avait été adressé aux associations qui allaient voir le mécanisme changer, etc. Et un mois plus tard, nous n'avons rien reçu. Je ne suis absolument pas dans un élément de critique par rapport à ça, mais je me permets de le rappeler sur base de l'approbation du PV, parce qu'il y avait pas mal de choses qui ont été évoquées, sur lesquelles il y avait un engagement de votre part et qui légitimait également pour nous le fait de voter le budget et la note de politique générale. Donc ce serait peut-être intéressant que la direction générale repère les différents éléments qui ont été évoqués dans cette séance. La captation doit encore être disponible et de pouvoir assurer le suivi, ce serait gentil. Merci beaucoup. Merci, et on l'a tous noté. Point 4. Le renouvellement du Conseil communal consultatif des aînés. Donc là, je vais laisser notre Richine en charge des aînés. Nous proposons ici de relancer la CCCA, puisque c'est une obligation de la relancer avec une nouvelle mandature. Donc la circulaire est claire, elle dit qu'il faut entre 10 et 15 membres. Ici sur Florenville, il y en avait 14, donc on propose de partir sur 14. On lance la procédure et pour la sélection, on propose que ce soit la bourgmestre, le président de CPS et 2 candidats de l'opposition. Ce sera Philippe Lambert et moi-même. Ok, parfait, et moi. Voilà. Pour pouvoir sélectionner, donc il va y avoir un courrier qui va partir à toutes les personnes de plus de 55 ans pour leur demander de faire partie de la CCCA. Bon, bien voilà. Pas de souci. J'ai trois observations, Madame la Présidente. J'ai vu dans le projet de délibération que l'on approuvait un règlement d'ordre intérieur, je vais revenir d'ailleurs, modifié, mais aussi était joint dans les annexes le règlement communal relatif au renouvellement des membres. Et j'ai été étonné que le Conseil ne l'approuve pas en même temps. C'est marqué règlement communal relatif au renouvellement des membres du Conseil consultatif.
c'est peut-être pas important, mais n'empêche, je suis attiré par le règlement communal. Donc, règlement communal dit que pour qu'il puisse être valable et valablement appliqué, il doit évidemment passer par le conseil communal. Voilà, ça c'est ma première observation. Ce qui est repris dans le règlement communal est repris dans le ROI, mais moi j'ai aucun problème. On peut rajouter le règlement communal dans le vote aujourd'hui. Aucun problème. Oui, dans la décision. Oui, mais voilà, c'est pour être complet, quoi. Si on parle de règlement communal, il faut évidemment que ça soit approuvé. Il n'y a aucun problème, hein, on va rajouter des choses. Alors, une petite remarque, mais c'est un incident, la grammaire. Au point 14 de ce règlement, qui va être approuvé, lorsqu'il n'y a pas de candidature suffisante pour une section, un candidat d'une autre section pourra être désigné par la commission de sélection. Non, proposé par la commission de sélection. C'est ce qui s'est déjà passé cette fois-ci, il n'y avait pas de candidature. Oui, mais enfin, c'est du nettoyage que je fais. Alors, en ce qui concerne le projet de règlement d'ordre intérieur, il convient de le faire, je veux dire, de l'adapter, ou du moins d'adapter l'appel à candidature au règlement d'ordre intérieur. L'appel à candidature fait à plusieurs reprises référence encore, une priorité sera, etc., et suppléant. On parle de suppléant chaque fois. Il y a un effectif, il y a un suppléant, mais tout le monde est toujours invité aux réunions. Ah ben, écoutez, je vois que dans le règlement, on supprime tous les suppléants, et c'est marqué d'ailleurs, celui qu'on va voter. Hein, oui, bien sûr. On va voter, hein, il est dit qu'il n'y a plus de suppléants, hein, donc voilà. Donc, en partant du fait qu'il n'y ait plus de suppléants, ben, je vois que dans le formulaire d'appel à candidature, il ne faut plus marquer de suppléants, puisqu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hein? Voilà. Notamment un effectif, même si c'est avec un seul F, mais ça ne fait rien, et un suppléant par section. Ben, suppléant, ça n'existe plus. Un peu plus loin, liste effective et suppléant ainsi établie. Voilà. C'est pour ne pas induire les gens en erreur en disant il y aura des effectifs et il y aura des suppléants. Alors, concernant, là aussi, j'ai une question. On doit être entre 10 et 15, d'après ce que... La circulaire stipule entre 10 et 15 On est 14, c'est très bien. Je trouve que c'est quand même un petit peu... J'avais déjà fait la réflexion l'année dernière. Non, mais d'accord, mais j'avais déjà fait la réflexion, Madame la bourgmestre honoraire, il y a 2 ans. Je trouvais que c'était un peu et qu'il y avait une disproportion entre les villages et Florenville avec sa population, et donc sa population de personnes âgées de plus de 55 ans aussi. Je trouvais que c'était un peu... Mais bon, voilà, si c'est comme ça, c'est comme ça. Si on a décidé que ce serait deux personnes pas, mais je trouve que Florenville est un petit peu... sous-représenté par... déstabilisé. Non, mais... C'est le conseil consultatif des aînés qui a planché sur le ROI. Hein. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un œil sur un œil de lecture et d'éventuellement rattrapage de bourde dans le conseil communal ou l'administration. Alors, j'avais encore une observation. Donc, ça sera 14, hein, c'est bien ça. Oui. Voilà, c'est l'article 10. Déjà 14 et on est... Et l'article 26. Oui, là, je n'ai pas très bien compris. La ville informe les personnes aînées de l'existence, donc ça, c'est dans le règlement d'ordre intérieur, recevoir un courrier. La possibilité d'assister aux séances plénières. Donc, n'importe qui. Donc, tous les aînés de plus de 55 ans, je suis bien sûr largement, eh bien, vont recevoir pour leur permettre d'assister aux réunions plénières. Il risque d'y avoir pléthore ou personne, hein. Ou personne, hein. Mais enfin, voilà. Il faudra être très attentif. La ville, c'est nous. Hein. Voilà.
Voilà, donc voilà, Tant mieux, je trouve que c'est lourd. plus on est Plus il y a d'aînés, mieux aînés. c'est. Hein. S'il vous plaît. Plus il y a d'aînés, mieux c'est. Hein. Il y a Plus il y a d'aînés aux activités. Oui, d'accord, mais enfin... C'est bien. Eh bien, je suivrai ça à titre personnel de très près. Eh ben, c'est parfait. Y a-t-il d'autres remarques? Non, ça va. Eh ben, Merci. merci. Voilà. Alors, ensuite, notre point 5 pour notre échevine du logement. Donc, c'est la modification du règlement concernant l'attribution des logements communaux de Sainte-Cécile. Oui, donc le règlement avait déjà été revu à la législature précédente. Seulement ici, vu les conditions crack et la situation financière, on s'est dit qu'on allait devoir corriger certaines choses pour les nouvelles personnes, les nouveaux contrats qui arriveront au niveau des logements de Sainte-Cécile. Et on vous propose principalement 2 modifications. La première, c'est d'enlever la mention qui nous dit que si une personne qui est dans le logement de Sainte-Cécile trouve à acheter sur le territoire de Florenville, on lui reverse 10% des 3 dernières années sous forme de prime pour qu'il puisse se reloger. On s'est dit on n'a quand même pas les moyens de pouvoir faire ça, donc on enlève cet article-là. Et on a décidé également de revoir le coût du logement. Donc pour ça, nous sommes allés sur le logiciel du SPF pour estimer le logement. Donc d'après le volume, la situation, le contenu du logement, on a vu qu'on était pas loin de 750 € par mois pour un prix normal pour ce type de logement, 3 chambres hein, quand même, je précise. Et donc ici, on n'a pas voulu aller jusque-là parce que c'est quand même des logements qui sont mis en place pour pouvoir permettre à des jeunes couples ou des jeunes de la région de pouvoir trouver un logement temporaire en attendant de se loger définitivement sur notre territoire. Donc on a fixé un coût, une location mensuelle de 600 €. Il me semble que c'est raisonnable. Oui. Oui, ça me semble effectivement correct. Par contre, la délibération évoque 600 € et dans le document qui était annexé, qui était corrigé en rouge, on voit 550. Ah oui. Donc, c'était le document avant discussion au collège, et le collège a tranché 600. Je m'en suis un peu douté. Mais je me suis dit, allez, je vais mettre ça sur le... Comme le document était en rouge avec des grandes barres, je me dis, c'est peut-être pas le document finalisé. Donc, mais soyez attentifs. Oui, tout à fait. C'est celui-là qui a force de loi. Oui, bah oui. Ah oui. Donc, vous validez le point. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Oui, voilà. C'était le massacre. Bah, oui, c'était le massacre. Vous voyez nos discussions. C'est bon? Oui, pas de problème. Merci. Alors, nous arrivons ensuite aux fabriques d'églises. Le compte 2024 de la fabrique d'église de Chaspierre. Donc, Ah oui, une minute. 30 secondes. Mais voilà, il s'agit de la fabrique d'église de Chaspierre pour le compte 2024 pour une approbation avec un montant d'une intervention communale de 7 770 € et 32 centimes. Donc voilà. Voici. Bravo Marc. Ok, ben merci. J'ai une question. Est-ce que vous pensez relancer le dossier de restauration? On va relancer un projet de restauration avec l'aide du patrimoine, oui. Parce que sur fonds propres, c'est pas possible, mais puisque l'église est classée, qui plus est, donc on va remettre sur l'établi un dossier, sur les rails. Donc, oui. Merci. De rien. Voilà. Merci. Donc la fabrique d'église de Lambermont avec le budget 2025 pour approbation. Avec un budget pour approbation, avec une intervention communale de 17 951 € et 83 centimes, qui peut vous sembler élevé, mais il faut savoir que l'année dernière, Lambermont n'avait pas demandé d'intervention. Donc voilà, il se rattrape cette année-ci en demandant un peu plus.
Ok, pas de problème. C'est-à-dire Super, C'est bon? que- Alors, après, nous arrivons au point relatif à la bibliothèque publique de Florenville, avec d'abord le compte 2024 en point 8. Je ne sais pas si on peut passer les deux, le compte et le budget, oui, puisque budget. à la bibliothèque, l'Assemblée générale est la même que le CA, donc ben voilà. On vous propose le compte de la bibliothèque pour 2024 et le budget 2025 avec une intervention communale qui est de 84 430 €. Bon, c'est une bibliothèque qui tourne, bien que, mais je ne vais pas rentrer dans les explications ici. L'équipe est dynamique, ça roule pas mal et donc voilà. Il n'y a pas de souci. Super. Merci C'est bon? beaucoup. Oui. Alors, les points suivants, ce sont des points qui font suite à nos discussions que nous avons depuis de nombreuses semaines maintenant avec la situation financière de la commune. Et donc, je laisse la parole ou tu le présentes? Non, ça va. Ok, ça va. Donc, d'abord, le point 10, c'est l'abrogation de l'octroi des primes à l'achat et à la réhabilitation des maisons d'habitation. Approbation. Donc, comme vous le savez, lors de la signature de la convention qui nous a permis d'avoir le plan oxygène pour l'année 2025, eh bien, il est bien stipulé que nous ne pouvons plus octroyer de primes à notre population. Ce qu'il y a, c'est que notre règlement n'allait pas dans ce sens-là, puisque nous avions encore quelques primes qui étaient en cours. Donc ici, nous allons les supprimer. Alors évidemment, il y avait une petite coquille dans la description. L'effet rétroactif n'est pas fonctionnel. Évidemment, les primes qui ont été accordées resteront accordées, on ne va pas les réclamer. Donc, par contre, on propose qu'à partir de maintenant, les primes à l'achat et à la réhabilitation ne puissent plus être possibles sur notre territoire. Alors, je ne sais pas si j'ai fait les 3 points dans la foulée. Le point 11, il s'agit de l'abrogation de l'octroi de la prime à l'occasion des célébrations des anniversaires de mariage. Alors, je vous rassure tout de suite, nous fêterons encore les noces d'or, noces de diamant, noces de palissandre. Nous les recevrons encore avec le même plaisir que d'habitude et de quoi se sustenter. Ils auront également des bouquets de fleurs et le livret comme nous le faisions. Par contre, il y avait en plus de cela une prime de 100 € par couple et celle-ci ne sera plus octroyée. Donc, voilà, il n'y aura plus la petite enveloppe. Et alors la dernière prime, c'est l'abrogation de l'octroi d'une prime de naissance. Et donc ici, nous abrogeons cette prime. Et à nouveau, donc ici, il n'y a pas d'effet rétroactif, évidemment, c'est à partir de la décision du conseil communal de ce soir. Oui, on sait bien que c'est dommage de supprimer ces primes-là, mais on sait bien que vous n'avez pas le choix non plus. Et voilà, donc... ce qui est parfois un petit peu dommage, c'est qu'on se rend compte que c'est pas là qu'on va vraiment gagner. Non, c'est ça, mais bon... Mais disons que c'est une image de se dire, voilà, on est dans une période où on doit faire attention, donc l'attention doit être donnée à tous les niveaux, et même cette petite chose. Il n'y a pas de souci pour nous, mais voilà. On a voté le budget, donc on voterait évidemment des suppressions. Je réitère ce que j'ai dit il y a un mois. On voit les enjeux dont on vient de parler. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas, on réfléchit aussi à d'autres manières de présenter les choses qu'une prime purement et simplement comme ça. D'autant plus que les montants ne devaient pas être quelque part. Mais Les non, primes de 2024, ça ne devait pas être. Non, on ne parle pas de. Non, mais il y a moyen aussi de soutenir les jeunes parents, etc. Ou en tout cas de mettre en avant d'une autre manière, et ça on y réfléchit aussi, plutôt que juste une prime, pas juste, une prime purement et simplement financière de la sorte. Tout ça dépend du nombre de naissances. Oui, aussi. La crèche est ouverte un maximum. Voilà, alors au point 13, toujours pour notre échevine, mais là avec sa casquette de vice-présidente du Parc National. Donc c'est la garantie d'emprunt pour la demande du Parc naturel de Gourne. Donc, comme vous le savez, nous faisons partie du Parc national. Donc le parc national est porté par les 2 parcs naturels, le parc naturel de Gourne et le parc naturel d'Ardennes méridionale. Et alors actuellement, ils ont des soucis de trésorerie. Alors pourquoi? Parce que comme vous le savez, au niveau du parc national, il y a une proposition de subside de 13 millions d'euros, enfin un accord de subside de 13 millions d'euros sur 75 fiches actions. Ce
qu'il y a, c'est que les procédures établies par les ministres pour pouvoir octroyer ces subsides sont vraiment très laborieuses et très longues. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, ce sont les 2 parcs naturels qui portent financièrement les actions, qui payent les engagements qui sont effectués dans le cadre des actions, et l'argent arrive des mois plus tard. Donc pour l'instant, ils n'en sortent pas à cause de ça. Et le pire, c'est qu'en plus, on est limité dans le temps parce que, comme vous le savez, au niveau du parc national, c'était une somme qui était attribuée pour 3 années. Donc ça veut dire dépenser 13 millions d'euros en 3 ans, même un petit peu plus puisque c'était subventionné à 80%. Et là, donc, il faut aller vite et les trésoreries n'avancent pas. Donc ici, ce que le parc naturel a fait, c'est qu'il a demandé un emprunt, mais il fallait se porter garant de cet emprunt. Donc on a les subsides qui vont être, qui ont été promis, qui seront versés. Donc on ne prend pas réellement de risque. C'est vraiment pour couvrir ce retard de trésorerie. Et donc le parc naturel a demandé à 3 communes de pouvoir se porter garantes. Donc ici, c'est la commune de Florenville, de Chigny et de Tatigny. Nous porterons garant, en espérant qu'ils les toucheront bien. Hein. Ah oui. Parce que porter garant de ce type d'emprunt dans notre situation financière. Bah oui, tout à fait. Ah, vous aussi, c'est... Richard. Ok. Mais on s'y était plus engagé. Là. Oui, on est d'accord. Merci. Alors, nous avons en point 14 un point sur une acquisition d'une parcelle communale à la cuisine. Je ne sais pas qui présente le point. En fait, je vais le reprendre devant moi. Tu peux le C'est un point reprendre. qui date déjà de la législature précédente. Et qui est lié au Beau Rivage. Voilà, donc l'hôtel Beau Rivage de la Cuisine avait demandé déjà en son temps pour pouvoir acquérir une partie de son terrain. Pourquoi? Parce que son bâtiment, il arrive vraiment contre le territoire de la commune de Florenville. Et comme vous savez, on a un projet d'aménagement de la plage de la Cuisine. Donc, ce qu'il aussi pour la demandait... plage de Martué, mais celui-là, c'est le Voilà, c'est ça. Donc ce qu'il demandait, c'est d'avoir un petit peu un accès pour avoir un petit peu de verdurisation derrière l'hôtel. Et donc on s'était mis d'accord avec l'auteur de projet qui a élaboré l'esquisse de la plage de la Cuisine pour regarder quelle surface on pouvait leur permettre d'acquérir. Et donc on a convenu que 10 mètres leur permettrait à eux de pouvoir avoir un espace suffisant pour pouvoir se sentir chez eux quand ils sortent de l'hôtel. Et pour nous, ça ne rognait pas trop sur la partie qui est plus plate au niveau de la plage de la Cuisine. Parce que comme vous savez, la plage de la Cuisine, elle a un énorme dénivelé et on ne pouvait pas nous priver de toute la partie justement la plus intéressante qui est située au-dessus et qui est la plus plate. Et donc voilà, cette distance-là a été validée par nos auteurs de projet, par le collège de l'époque et par le collège encore actuel. Et donc on propose de vendre 10 mètres de parcelles tout le long du bâtiment de l'hôtel Beau Rivage pour voilà, qu'ils puissent en faire leur jardin personnel. Est-ce que, madame, vous connaissez le statut urbanistique de la parcelle qui a été vendue? Alors, au niveau... il y a une partie je ne l'ai pas vu dans le dossier. Il y a une partie qui est clairement communale, mais alors on déborde un petit peu sur le terrain de tennis qui était en bail amphithéotique avec le syndicat d'initiative de la Cuisine. Donc on les a rencontrés, mais ça fait déjà pas mal de temps, pour pouvoir valider ce projet-là. D'accord, mais ma question est de savoir quel est le statut urbanistique du bien vendu. Est-ce que c'est un bien qui est en zone d'habitat à caractère rural, ou bien en zone de loisirs, ou bien en zone 2, etc., etc., quoi. Oui, je ne saurais plus vous dire, il faut que je vérifie la Parce que... Il y a des chances qu'à cet endroit-là, ce soit la zone de loisirs, mais il faut juste que je le vérifie. Parce que ma question subsidiaire, qui est en réalité ma question principale, oui, c'est de savoir comment valoriser, on valorise de manière différente un terrain suivant qu'il a un statut ou en l'autre. Et indépendamment d'une estimation X,
faite par Y ou Z, je veux dire que la commune peut avoir des intérêts, et là elle a des intérêts majeurs. La proximité d'un futur, je sais pas moi, en droit de délassement, puisque ça fait partie des fiches de la CLDR, enfin la rénovation rurale. Et donc, voilà, j'ai un petit peu peur que ça nous défonce quand même, et seule la valeur de convenance en réalité, parce que nous, on a, vous allez me dire, on a quand même fait un effort pour modifier un peu, pour voir si le projet, etc. Donc on a restreint un petit peu nos ambitions à ce niveau-là, quoi. Hein. Donc moi je suis un peu sceptique sur non pas les intérêts de l'acquéreur potentiel, bien sûr, mais plutôt sur le fait que la commune abandonne une languette de terrain de 4 arts à proximité d'un projet à conclure, à terminer, à commencer puis à terminer, quoi. Donc je suis un peu perplexe. Quand on voit voilà, mais ça c'est mon impression à moi. Quand on voit les premières estimations faites pour l'aménagement de la plage de la cuisine, malgré cet espace restreint, entre guillemets, eh bien je me dis, oh, heureusement que nous avons quelques arts en moins. Parce que ça permet, malgré tout, l'espace est quand même assez grand, assez important, même s'il n'est pas plat partout. Et le projet qui a été proposé par l'auteur de projet est vraiment très complet. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il est quand même très... C'est peut-être un sens des affaires communales différentes, mais allez, je vais prendre un exemple. Dans le temps, quand les dames faisaient des robes sur mesure, on demandait à la couturière de faire éventuellement des laits, des largeurs, soit dans le bas, soit sur le côté, enfin bref. Donc, voilà, garder quelques arts en plus, c'est pour une commune, mais bon, voilà, c'est tout. Richard, je vois que le notaire indique, lui, le terrain en soi n'est pas constructible en l'état. Oui. En effet, il est situé en arrière-zone. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En zone de quoi? Arrière-zone. Évidemment qu'il est à l'arrière de l'hôtel. Mais c'est la raison pour laquelle je pose quel est le statut urbanistique du bien. Voilà, c'est tout. Mais là, bon, je n'en fais pas une affaire d'État, hein, donc. Hein. Mais j'y reviendrai si jamais ça se passe. C'est en zone d'habitat à caractère rural. C'est en zone d'habitat à caractère rural. Il est en zone d'habitat. Alors 1000 francs, 1000 euros de l'art? 2000. 5000. C'est le montant qu'on a demandé en son temps pour acquérir la plaine de jeu de Florentville, si on se souvient. Oui. Là-bas derrière, là. Non, c'est la Florentville. Oui, si tu te souviens. Qui elle était en zone de loisir. C'est nos effets. L'acquisition, c'est pas avant. Non, celle de la plaine de jeu du miroir. Acquisition d'une parcelle. Oui, c'est acquisition par le particulier. Oui, je trouve que ça devrait être. D'accord, j'ai compris, mais moi je suis d'accord, ça devrait être. Ah oui. C'est quand j'ai vu le point, je me suis dit, tiens, on achète un bout. C'est marqué là. D'accord. J'avais compris. Je suis d'accord, on va en parler. C'est pour ça que je dis que. Ben voilà. Je ne veux pas troubler l'Assemblée, hein, maintenant. De notre côté, on avait validé philosophie, donc on sera effectivement dans la validation, bien sûr. Et je pense que l'interrogation de Richard est totalement pertinente sur la dimension de la valorisation du bien. Et j'évoque le prix. Mais ça peut être corrigé en conseil communal. Ça, c'est une estimation qui a été faite par. Ah oui, mais il y a un accord. Il y a déjà une lettre avec un accord. Oui, maintenant, je suis d'accord, mais c'est le conseil communal qui est suzerain.
Là, vous avez raison. Mais je ne suis pas tout seul souverain. Vous m'honorez. Vous m'honorez, mais je n'ai pas tant de poids que ça, même si j'en ai un peu. À mon avis, c'est le diadème qui t'a compris. Oui, c'est ça. Oui, en soi, c'est vrai. Ben voilà. Mais bon, voilà. J'ai jeté la pièce. Oui, surtout que là, voilà, on a quand même... On a une estimation. En fait, on a fait la même procédure que d'habitude. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a un petit lopin de terre à faire acquérir par un particulier, on fait appel. Ici, c'est un lopin de terre qui a une valeur aussi bien pour nous que pour eux. Et ce n'est pas un petit lopin de terre qui se trouve au triangle entre une propriété, etc. D'autant plus que toutes celles que nous avons récemment vendues, ou du moins dans les 3 dernières années, elles ont fait l'objet d'une estimation au terrain à bâtir, hein, que ce soit à Sainte-Cécile ou ailleurs. Voilà. Maintenant, c'est au conseil à décider. D'autant, Richard, que tu te souviendras, mais ça, c'est les anciens élus qui peuvent se souvenir de ce genre de choses, que le terrain de tennis apparaissait sur les cartes postales. Ah oui, l'établissement, si tu te souviens bien. Oui, mais enfin, ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ces dernières années, Madame la Présidente, faites une proposition. Un point négatif. Mais c'est parce qu'il est légitimé qu'on devait faire. C'est quand même des années que c'est beaucoup de points enlevés. Suspendez la séance 10 minutes. Vous souhaitez qu'on reporte le point pour réfléchir? Je ne sais pas, je n'ai pas... À l'estimation. C'est l'estimation C'est qui... sûr que l'interprétation de Richard est pertinente. Maintenant, la volonté du collège était de soutenir aussi un acteur économique important de la commune, Oui, de soutenir un développement touristique à la cuisine, et ça rentre dans le cadre de notre schéma de développement communal, en corrélation avec la future plage qui va être aménagée. On se doute que cette parcelle de terrain, enfin je le présume, ne sera pas destinée à cultiver des légumes X ou Y. Certainement pas. Mais visera un projet d'agrandissement de l'hôtel, très certainement, ce qui viendra renforcer la capacité touristique de Florenville. Donc voilà, le conseil communal il a un choix, soit effectivement on reporte et on essaie d'aller grappiller quelques milliers d'euros en plus au niveau de l'éthique et de la gestion. La gestion budgétaire, c'est une vision des choses. Soit le conseil communal estime qu'on soutient un acteur économique et qu'on avance. Et ici, on se prive de 8 ou 10 000 euros. Alors, moi, je trouve qu'à partir à du moment où on s'est mis d'accord, on n'est pas à ça. je suis mal à l'aise de revenir en arrière. Voilà. Surtout que je sais que c'est en zone d'habitat. Et oui, c'est ce qu'on vient de... Merci pour la précision. Il n'y a que lui qui peut s'étendre, il n'y a personne d'autre qui va la construire. Ah bah, ça c'est sûr. C'est sûr, ça veut dire politique. Non, mais si la commune est d'accord, je suis d'accord, mais pour un prix honnête, quoi, un prix, maintenant, puisqu'il a été fixé, avalisons, moi je voterai comme j'ai l'intention de le faire, puis c'est tout. Le notaire nous propose un prix, enfin, c'est toujours difficile de nous estimer un prix d'aller contre l'estimation. On l'a déjà fait, aller contre une estimation. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a eu l'estimation, nous on l'a validé en se disant ça a l'air correct, et on l'a proposé comme ça au propriétaire. Et il l'a validé, voilà. Parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des estimations qui n'étaient pas opportunes. On en a eu une récemment, justement, d'un notaire qui n'avait pas identifié une bonne zone. L'estimation, c'est pas le problème, c'est l'accord qui a eu là. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Quelle est la proposition du collège? On va passer au vote. Oui, on va passer au vote. Il faut avancer, il y a quand même une... Donc, soit vous validez le point en l'état, soit vous demandez à ce qu'on le reporte. Donc, vous ne validez pas le point, dans ce cas-là, on reportera. Donc, c'est oui ou non. Soit vous validez le point en l'état, soit on se dit vous ne le votez pas en l'état, et dans ce cas-là, on refera une proposition à un prochain conseil. C'est la nature du vote que vous nous soumettez, Madame la Présidente, parce que là, je suis un peu perdu. Oui, vous proposez quoi? Vous dites oui ou non. On la proposition. On l'a soumis en l'état, c'est bon. Voilà.
Il y a un point qui est fixé à l'ordre du jour. Il est soumis tel qu'il est soumis. Sauf si vous voulez faire une proposition alternative qui est de postposer le point. Mais on va... Enfin, voilà, on va pas... Pas sur vote, c'est qu'on va. Oui, le point a été soumis en l'état. Puis si c'est non, ça reviendra. Et si c'est non, voilà, ça reviendra. Ok, eh ben, passons au vote sur le point tel qu'il est soumis à l'ordre du jour. Alors, Madame Godefin. Je vais dire oui. Madame Théodore. Oui. Monsieur Scholler. Oui. Monsieur Goffet. Oui. Madame Lejeune. Oui. Monsieur Planchard. Oui. Monsieur Ponsin. Oui. Monsieur Filippucci. Oui. Monsieur Lambert Richard. Non. Monsieur Dupont. Oui. Madame Baudouin. Oui. Monsieur Fausti. Oui. Monsieur Simon. Oui. Madame Calou. Oui. Monsieur Sauté. Oui. Madame Maître Jean. Oui. Donc, ça nous fait... Donc on le valide dans l'état. Ça fait 15 oui et 1 non. C'est vrai que la Ok, merci. Donc nous avons en point 15 l'approbation du rapport annuel 2024 au niveau du développement rural. Donc je ne sais pas si vous avez pris connaissance du rapport annuel de l'opération de développement rural de la ville de Florenville. Il y avait aussi le compte-rendu de la réunion de la CLDR qui a eu lieu le 17 mars 2025. Ça rejoint aussi nos discussions que nous avons eues lors du dernier conseil avec l'approbation du budget et la remise en ordre, je vais dire, ou en tout cas en priorité des différents projets d'opération de développement rural, sachant aussi que on verra aussi comment ça s'organisera par la suite. Je ne sais pas si... Donc on avait des représentants qui étaient présents, je pense, aux séances, donc je ne suis pas persuadée que tout le monde ait des questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez y répondre avec plaisir. Donc c'est le suivi en fait du travail de la précédente majorité, ou des précédentes majorités. Pas de souci. Merci. Alors, le point 16, il fait suite aussi à des discussions qu'on a déjà eues, notamment avant c'était des points qui étaient mis à l'ordre du jour, mais on vous avait toujours dit qu'on modifierait le statut pécuniaire relatif à l'intervention de l'administration communale dans l'indemnité de frais de transport, domicile, lieu de travail, avec utilisation de moyens de transport du personnel. Donc, c'est pour les accueillantes extrascolaires. À chaque fois, on repasse à chaque fois un point pour définir un budget. Pardon, si tu veux parler, En fait, comme vous le savez, les accueillantes extrascolaires, on en a toute une partie qui sont amenées à faire 2 allers-retours par jour pour pouvoir faire la garderie du matin, la garderie du soir. Ce sont déjà les salaires les plus faibles de la commune. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on intervienne à ce niveau-là. Et ici, on vous propose de mettre dans les statuts de la commune qu'on interviendra sur le 2e trajet de l'accueillante pour une même journée. Donc c'est vraiment les points qu'on avait déjà validés ponctuellement, année par année, on va dire. Tandis qu'ici, oui, enfin, souvent on faisait globalement. Et donc ici, on propose de le mettre dans le statut, comme ça on ne le repassera pas. On n'est pas persuadé que la tutelle validera le point, mais on trouve qu'il y a un effort à faire au niveau de ces membres du personnel. Donc c'est bien ce qu'on a dit hier. Oui. C'est une fois par jour. Oui, pour celles qui ont 2 trajets. Ah oui. Oui. Voilà. Ça va? Tout le monde valide? Elles le méritent, elles font un travail important. Le point 17, c'est une régularisation par rapport à un point qui était passé lors du dernier conseil communal. Je vais dire une régularisation au niveau de l'annexe. Donc, c'est la décision de recourir à la centrale d'achat et du luxe projet public pour la fourniture d'un logiciel de gestion extrascolaire et interface vers les parents
Je ne sais pas si M. Deschamps vous voulez discuter, c'était juste pour que tout le monde reprenne la décision en pleine connaissance de cause. Suivant l'avis du directeur. Oui, le bon. Le point était tel, rien n'a changé, l'annexe était... et désolé encore pour cette petite confusion. L'annexe n'était pas la bonne, mais comme ça, au moins, ça se fait officiellement. Est-ce que vous avez des remarques Non. En fait, je me suis souvenu que j'avais vu l'annexe qui n'était pas la bonne, mais dans l'euphorie des débats, j'ai oublié de vous le dire. Et puis quand j'ai vu le mail, je me suis dit, ah mais c'était ce point-là où il y avait un avis qui n'était pas celui-là. Mais bon, finalement, je l'ai demandé en séance au directeur financier, donc oui, c'est vrai. où il a pu marquer qu'il était relativement circonspect par rapport à l'investissement. C'est ça ce qu'il dit dans son avis. Oui. Pour le reste, c'est une nécessité pour les équipes. Et donc voilà, assurez-vous bien évidemment que la partie évoquée par l'échine des finances à l'époque sur la possibilité de perception et de gains à ce niveau-là puisse être bien... Mais d'office, parce qu'ici, ce sont des cartes qu'on charge avant la dépense, en fait. Donc ils doivent d'abord charger la carte de la garderie. Assurez-vous bien de la modalité, puisque oui, c'est un élément que tu as abordé dans la présentation du point à l'époque. Oui. Ça va? C'est OK. Merci pour la vigilance. Alors, nous passons au point communication, en point 18. C'est le renouvellement de l'expert de la commission communale de constat de dégâts aux cultures. Donc nous devons désigner, c'est un point de communication. Félicitations à notre effectif et à notre suppléant qui ont été désignés. Non, on n'est pas bon. Il y en a un qui peut écouter, il est public. Oui. Bon. Donc c'est monsieur Guillaume Aymon et monsieur Patrick Tassou comme suppléant. Bravo. Alors je pense que c'est ainsi que se clôture notre séance publique. Je vous remercie toutes et tous ainsi que les conseillers du CPS pour votre présence, monsieur le directeur général du CPS également. Merci au public pour la présence. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon carnaval. Profitez bien. Ainsi qu'à ceux qui nous ont suivis à distance avec l'enregistrement. Bien sûr. À eux aussi. Sinon, voilà. Le carnaval, on l'a vu, en fait, sur l'écran vert. Le liquide. C'est pas moi. Oui, je crois.